On va parler du budget du conseil départemental qui vient d'être voté à la majorité vendredi dernier. 666,1 millions. Alors, je soupçonne que les 100 000 euros qui ont été ajoutés, c'est pour éviter que ça fasse 666, parce que ça, c'est les auditeurs d'RCF le savent bien, c'est le chiffre du diable. Mais et de la bête. Et de la bête, on va pas l'inviter à notre table aujourd'hui, ou alors il faudra avoir une longue louche pour dîner avec lui, comme on dit. 666 millions d'euros de budget. D'abord, première chose, éclaircir ces fameuses baisses de dotation globale de fonctionnement qui diminuent toujours pour les collectivités locales. Chaque année, depuis 5-6 ans, on en parle, mais finalement, les budgets arrivent à se boucler quand même. Alors, on a envie de vous dire, Hugues Saury, vous, président du conseil départemental et vos condisciples, vous plaignez toujours de ces baisses de dotation, mais finalement, on y arrive toujours. Alors, les gens peuvent se dire, ça baisse, mais on y arrive quand même. Ah oui, mais il faut faire des efforts pour ça, et des efforts importants. D'abord, des efforts, on a demandé un effort à nos concitoyens. On a été obligé, pour boucler notre budget, de demander un effort sur la fiscalité, qui sera le seul effort demandé du mandat sur ce sujet-là. Et puis on demande un effort aussi à nos services, de façon à ce qu'ils optimisent le plus possible la dépense. On fait des efforts également pour s'organiser, pour acheter le moins cher possible. Et enfin, si on arrive à boucler notre budget, on n'est pas quand même si le département du Loiret va avoir un budget d'investissement assez conséquent, c'est loin des budgets d'il y a 4 ans ou 5 ans, où on était en investissement autour de 180 millions. On est descendu jusqu'à 70 à peu près, et là on remonte à 120 millions. Donc vous voyez, on est descendu, on remonte à peu près de la moitié de la différence d'il y a quelques années. Oui, mais vous faisiez remarquer récemment que c'est quand même beaucoup plus que les départements voisins, par exemple que l'Indre-et-Loire, qui va avoir à peu près 55 millions d'investissements l'an prochain. Comment on fait pour avoir 120 millions ? Eh bien voilà, c'est ce que je vous disais. Il y a eu un effort qui n'est pas... ça serait tout à fait injuste que je dise que c'est l'effort de la mandature actuelle. C'est aussi l'effort qui a existé, qui a été mis en place dans les mandatures précédentes, sous la présidence d'Éric Doligé. Donc on en tire les fruits aujourd'hui. Le département du Loiret est l'un des départements qui a des dépenses de fonctionnement les plus faibles en France. Et ça permet de dégager des marges de manœuvre pour avoir un niveau d'investissement plus conséquent que les autres départements. Est-ce que finalement, c'était pas nécessaire pour que les collectivités locales fassent des économies de passer par là ? Depuis longtemps, on a souvent entendu, et vous aussi, on vit au-dessus de notre train de vie, on vit au-dessus de nos moyens. Dans un couple ou dans un ménage, c'est sûr, on serre la vis beaucoup plus vite. Est-ce que finalement, on pourrait pas se dire... un mal pour un bien ? Un mal pour un bien. Dit autrement, est-ce que la crise finalement a des effets vertueux ? Probablement. Probablement, je le dis honnêtement, probablement les collectivités étaient à un niveau de dépenses et de réflexion par rapport à ces dépenses qui étaient liées à leurs recettes, qui étaient somme toute finalement à une époque assez facile. Aujourd'hui, les budgets sont beaucoup plus serrés, l'État fonctionne via la DGF, la dotation globale de fonctionnement, de façon importante. Dans le cadre des départements, il y a en plus l'augmentation des dépenses sociales qui ne sont plus compensées et des systèmes de péréquation par ailleurs. Enfin, c'est un peu complexe, mais c'est un peu la triple peine pour les départements, et ça nous oblige à faire preuve d'inventivité, d'être très rigoureux, et peut-être finalement, effectivement. Alors ça a une limite. C'est qu'il y a un moment où ça peut finalement scléroser, et ça peut inhiber toutes les capacités des collectivités, notamment des départements. Moi, je voulais juste faire un petit retour en arrière sur cette année 2016 qui a vu des inondations d'une ampleur inédite. Est-ce que vous en tenez compte dans ce budget 2017, et est-ce que ça l'impacte directement ou indirectement, Hugues Saury ? Oui, ça a eu une conséquence sur le budget 2016 déjà, avec, vous savez, un certain nombre d'enveloppes qui ont été votées pour venir en aide à la fois aux sinistrés et puis aux communes de deux façons, sous forme de dotation et de subvention, et sous forme de prêts également pour les communes. Mais en 2017, ça aura également une conséquence, puisqu'il y a un vaste plan de rénovation, notamment des levées, financé en grande partie par l'État, et qui demande l'aide des collectivités. Compte tenu des nouvelles lois, le département n'avait pas vocation à financer ce type de travaux. Ce sont des travaux extrêmement importants qui se chiffrent en dizaines de millions d'euros.
1 million apporté par les collectivités permet à l'État de participer à hauteur de 4 millions. Donc il y a un bras de levier très important. Et pour cette raison, le département, malgré le fait que ça ne soit pas véritablement dans ses compétences, a décidé de participer à hauteur de 2,1 millions d'euros, ce qui va permettre de mobiliser au total environ 10 millions d'euros pour les levées de notre département. Ça veut dire que c'est des travaux que vous faites un peu plus tôt que prévu ? Non, parce que ce sont des travaux que nous n'aurions, au titre de la loi, qu'il n'était pas prévu de faire pour le département. Mais si le département n'avait pas été là, ces travaux n'auraient pas pu avoir lieu, et donc nous avons souhaité avoir une action. C'est une action finalement solidaire et quelque part citoyenne de la part du département. Et puis sur ces levées circulent des routes départementales. Donc de toute façon, d'une façon ou d'une autre, à un moment donné, ça aurait fini par vous concerner. Je ne crois pas qu'elles soient départementales. Les routes sur les levées, elles sont intercommunales, elles sont communales. Non, elles ne sont pas départementales. D'accord. On va quand même rester sur le domaine des routes. Et oui. Des ponts. Et des ponts, voilà, avec Sophie. Il y a 30 millions d'euros qui vont être mis de ce budget dont on vient de parler pour la sécurisation et la modernisation de certaines routes. Sécurisation de points noirs, alors des contournements, des ronds-points, etc. Et puis des ponts, et notamment celui de Châtillon-sur-Loire, dont on peut peut-être dire un mot, parce que ça intéresse beaucoup de Loiretains. Alors effectivement, c'est un pont qui a été reconstruit plusieurs fois avec un système de câblage qui est aujourd'hui dangereux quand la température descend en dessous d'un certain niveau. Je pense que ces jours derniers, il a été fermé à la circulation. Donc il y a différentes possibilités. Soit on abat le pont et on le reconstruit à côté, soit on réhabilite ce pont, soit on l'abat et on le reconstruit au même endroit. Alors c'est compliqué parce qu'on est sur la Loire, dans un site classé. Il y a l'architecte des bâtiments de France, bien sûr, qui a son mot à dire sur la question. Voilà, on n'a pas encore, je vais utiliser le conditionnel, c'est pas encore complètement topé avec Châtillon, mais on se dirige vers une solution qui permettrait, et je crois que c'est ce qu'attendaient les Châtillonnais, de conserver ce pont, mais de le réhabiliter complètement et de faire une passerelle en encorbellement pour les circulations douces, piétons et cyclistes. Frédéric. Dans ce budget de 666,1 millions d'euros, répétons-le, avec 120 millions d'euros d'investissement, j'ai vu également qu'il y avait 120 millions d'euros d'aide aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale. Qu'est-ce que c'est que ça et à quoi va servir cet argent ? Alors, ce sont deux choses différentes. 120 millions d'euros d'investissement pour l'année 2017 et les 120 millions d'euros, c'est sur la totalité du mandat, donc jusqu'en 2021. Mais traditionnellement et depuis toujours, le département vient aider les communes en subventionnant, en aidant des projets divers. Et donc, nous avons décidé dans le cadre d'un projet qui s'appelle Mobilisation du département en faveur des territoires, d'aider encore davantage et surtout sur un autre mécanisme qu'auparavant, en simplifiant et en faisant en sorte que le dispositif soit plus équitable pour les communes, avec des aides qui iront aux intercommunalités, des aides qui iront aux communes et des aides qui iront aussi sur des projets très structurants. On parle par exemple du grand projet Orléans-Pex, Parc des Expositions, Zénith, Palais des Congrès. Et donc, voilà, le département a vocation à venir en aide aux toutes petites communes avec des dispositifs spécifiques, aux plus grandes et puis à la capitale régionale. Ce que les Loiretains ne savent pas toujours, c'est que cet argent est aussi créateur d'emplois, parce que quand on aide des communes à financer des travaux d'infrastructure, d'isolation, de bâtiments publics, etc., ça déclenche des emplois qui peuvent, et qui, on l'espère, doivent être des emplois loiretains dans l'artisanat et le bâtiment. C'est très important et vous faites bien de le signaler. En fait, il y a deux aspects. Il y a l'aménagement du territoire qui est important, apporter des infrastructures, des bâtiments pour nos concitoyens. Et puis, dans une période qui est très difficile économiquement, soutenir le tissu économique local. On dit, alors, on sait apprendre avec précaution, mais on dit que 1 million d'euros permet de préserver 10 emplois dans le bâtiment. Voilà, donc c'est évident que de mobiliser 120 millions d'euros sur une année, ça permettra ici et là sur l'échelle du département, dans le domaine des infrastructures et des bâtiments, de garder de l'emploi local. Alors, vous avez utilisé 3 adjectifs ou 3 noms pour qualifier ce budget. Vous avez dit rigueur, volontarisme et solidarité. La rigueur, on en a parlé. Le volontarisme, on l'a fait à l'instant. Il reste bien sûr la solidarité. Et on sait que les dépenses sociales du département, c'est le premier budget de chaque département, et notamment avec l'APA et le RSA.
Donc c'est quelle part exactement du budget pour 2017? Alors c'est toujours un peu compliqué de le dire précisément, mais en matière de fonctionnement, on doit être aux alentours de 55% de notre budget de fonctionnement. C'est énorme. Le département aujourd'hui, c'est une collectivité qui s'intéresse à beaucoup de domaines. On a parlé de ponts, on aurait pu parler de collèges, on en parlera peut-être tout à l'heure, ou on aurait pu parler du musée de Gien. Enfin, on va en parler aussi. Ah bah vous nous faites tout l'ordre du jour. ou d'autres choses, mais les départements sont les collectivités des solidarités, de la fraternité. Si on prenait notre devise nationale, les départements ont un rôle majeur dans ce domaine-là. Alors c'est compliqué parce que ce sont des dépenses qui augmentent en permanence. Et qui ne produisent pas de recettes par définition? Non, qui ne produisent pas de recettes, et même les recettes qui viennent les compenser, elles sont en permanente diminution parce que l'État transfère des politiques sans l'assumer et les compenser. Les fameuses dotations dont on parlait au début. Voilà. J'imagine que vous êtes fiers de porter cette mission-là, cette mission de solidarité. Bien sûr, je crois que c'est très important. La solidarité qui est un peu perçue d'une façon péjorative parfois, par un certain nombre de nos concitoyens qui peuvent considérer que derrière la solidarité, on parle souvent de fraude, etc. Mais c'est très marginal, c'est extrêmement marginal, et je pense que la solidarité aujourd'hui, elle est nécessaire dans notre pays compte tenu des circonstances. Il faut la faire et la mener d'une façon la plus équitable là aussi possible, mais on voit qu'aujourd'hui ce sont des montants très importants. Pour le département, ce qu'on appelle les allocations individuelles de solidarité, c'est-à-dire le RSA, l'APA et la PCH. Alors RSA, revenu de solidarité active, APA, c'est l'aide personnalisée à l'autonomie. Donc pour les personnes âgées. Pour les personnes âgées. Et la PCH, c'est la prestation de compensation du handicap. Pour les personnes handicapées, ça représente au total 153 millions d'euros. 153 millions d'euros qui sont compensés à hauteur à peu près de 50%, à peine 50% par l'État. Ça veut dire que tout le reste, ça n'était pas prévu et c'est le département qui doit l'assumer. Avec ce plan notamment du bien vieillir et des EHPAD, certains sont la propriété du département et d'autres, vous avez également la charge de les entretenir? Très peu sont de propriété du département. Il y en a 3 exactement. 3 sur 64. Sur 64. Et 24 EHPAD vont être aidés par le plan Bien Vieillir. Exactement. Voilà. Alors le plan Bien Vieillir, ça va au-delà du plan de rénovation des EHPAD, parce qu'on sait que nombre de nos concitoyens ont pour souhait de rester le plus longtemps possible chez eux. Et donc ce plan Bien Vieillir, il concerne aussi le maintien des personnes âgées à leur domicile. Donc là, j'ai 140 millions d'investissements, c'est sur le mandat? La durée du mandat. Alors 140 millions d'investissements, c'est l'argent qu'il va falloir mettre par le département et par ses partenaires sur la rénovation des EHPAD maisons de retraite. Par définition, c'est un chiffre qui va encore augmenter puisque le vieillissement, ça nous concerne tous d'ailleurs, mais c'est une question essentielle et chaque année on revient dessus parce que la population âgée augmente, y compris dans le Loiret. On est dans la moyenne nationale. On peut pas s'en plaindre en même temps, mais c'est vrai que c'est une réalité. Les vieux, c'est l'avenir, on disait à un moment. Oui, oui. Alors, je crois que l'enjeu politique aussi, quand on se projette, et c'est ça l'intérêt de la démarche politique, c'est d'arriver de gérer le quotidien, mais de se projeter aussi dans l'avenir. Et je pense que c'est un des véritables enjeux de notre société. On sait que les gens vont vieillir de plus en plus, vivre plus vieux, et c'est tant mieux. Mais comment faire en sorte de vivre vieux, mais en bonne santé. Et je crois qu'il y a aussi des programmes de prévention qui doivent être mis en place pour arriver finalement à ce que les gens vieillissants ne coûtent pas forcément plus cher pour les collectivités et qu'ils ne soient pas obligés. L'objectif, c'est pas de remplir les maisons de retraite. L'objectif, c'est de faire en sorte que les gens restent chez eux dans les meilleures conditions possibles et qu'ils y vivent le plus heureux possible. Et on peut dire à peu près la même chose pour les personnes handicapées? Oui. Alors c'est un sujet qui est un petit peu différent. D'abord, parce que là, c'est des jeunes, des moins jeunes. Voilà, c'est des personnes de tout âge. Il n'y a pas la même progression que pour le vieillissement, heureusement, mais il y a une progression quand même. Et c'est une attention régulière du département. D'ailleurs, nous avons demain des assises à la fois de l'autonomie et du handicap pour avoir un dialogue et un lien le plus étroit possible avec toutes les associations notamment et les partenaires qui travaillent sur ces sujets. Le RSA, on sait que ça augmente année après année. Vous prévoyez encore une progression en 2017 ?
Alors là, c'est très compliqué. Ce qu'on voit depuis un certain nombre d'années, c'est qu'il y a une progression régulière. La progression, elle semble se tasser un petit peu. Vous savez, c'est le principe de l'inversion de la courbe, de l'évolution de la courbe. Encore une inversion de courbe. Encore une inversion de courbe. Vous allez nous perdre, là. Ouais, mais si c'est comme l'autre, voilà, on est un peu inquiet. Mais on voit une petite évolution et probablement, non pas une diminution du nombre de personnes qui sont au RSA, mais une diminution de l'augmentation. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Une des compétences du département qui sont finalement bien utiles, hein, on parle toujours de leur suppression, mais on voit qu'on fait plein de choses au département et qui sont utiles, c'est tout ce qui concerne les collèges. Alors à Orléans, il y a un projet de construction du collège, le collège que pour l'instant on appelle Nord-Est, il n'a pas encore de nom, mais ça ne saurait tarder. C'est intéressant d'en parler parce que c'est aussi un partenariat que vous menez avec la ville d'Orléans. Absolument. Mais on mène, effectivement, c'est un partenariat avec la ville d'Orléans, les relations sont... Enfin, moi j'attache véritablement une importance grande à ce qu'il y ait le moins possible de guéguerre idiote entre les collectivités. On n'est pas dans une compétition, le temps des élections est passé. Alors à Orléans, on n'a pas ce problème-là, mais on pourrait en parler avec la région. Le temps des élections est passé, on doit arriver à travailler ensemble parce que je suis convaincu que c'est ce que nous demandent nos concitoyens, que 1 + 1 fasse un peu plus que 2 et pas un petit peu moins que 2. Et donc oui, je pense que ce projet de collège Nord-Est sera très intéressant. D'abord parce qu'on va travailler main dans la main avec la ville d'Orléans, et ensuite parce que on le voit, le numérique entre dans l'espace éducatif d'une façon de plus en plus importante. Et donc, je pense que ces nouveaux collèges seront équipés de façon à pouvoir proposer une autre forme de pédagogie et d'éducation à ces enfants. Voilà, il y a une compétence que vous aviez et dont vous allez, entre guillemets, vous débarrasser, puisque c'est maintenant la région Centre-Val-de-Loire, qui, comme toutes les régions, qui la prend en charge. C'est la compétence transport. Alors le transport scolaire et le transport interurbain. Il y a des choses qui devaient commencer au 1er janvier, finalement ça sera au 1er septembre. Est-ce qu'on peut clarifier la situation et surtout peut-être rassurer les gens sur... ils pourront toujours prendre le bus, hein, ça va bien marcher, ça va fonctionner. Après ce que je viens de vous dire, si je vous disais que finalement on n'a pas trouvé les moyens de s'arranger, ça serait ennuyeux. Oui, ça va tuiler et ça va s'arranger, j'en suis certain, c'est compliqué. Alors on s'en débarrasse à contre-cœur parce qu'on aurait bien gardé, honnêtement, au titre de la loi, on a perdu un certain nombre de choses, on en a gagné d'autres, mais ce qu'on a perdu, on aurait bien aimé le garder. C'est la conséquence de la loi NOTRe. Oui, exactement. Alors la loi NOTRe, elle dit quoi? Elle dit au 1er janvier. La loi NOTRe, c'est une loi de simplification. Tout ce qui est dedans, à peu près, complexifie. C'est la bizarrerie, parfois... c'est très français. C'est assez français. Alors, normalement, la loi, elle dit au 1er janvier, les transports interurbains passent à la région. Ils étaient départementaux, ils passent à la région. Et au 1er septembre 2017, les transports scolaires passent du département à la région. Sauf que nous avons, comme beaucoup de départements, une délégation de services publics qui considère à la fois transport interurbain et transport scolaire. Et c'est souvent le même bus qui transporte le matin les gamins à l'école et qui ramène les adultes pour faire une liaison. Donc les mêmes personnels. Donc les mêmes personnels et les mêmes bus. Et ce qui fait que c'est un peu compliqué de transférer une partie en 1er janvier et l'autre au 1er septembre. Donc il y a eu d'abord un accord dans un cadre qui a été défini par la loi avec la région où on a bien travaillé ensemble. Et donc c'est pour définir les conditions financières de cet accord. Et ensuite la région nous a demandé à différer, sous forme de convention, les transports interurbains, leur transfert du 1er janvier au 1er septembre, de façon à ce que les transferts se fassent dans une globalité à une même date, ce qui me paraît plus intelligent. Donc on travaille d'arrache-pied sur cela. Je pense qu'on va trouver un accord, je le souhaite, je sais que le président Bonneau le souhaite aussi, et donc ça doit être de toute façon finalisé pour la session du Conseil régional à la fin de cette semaine. Et nous, pour notre commission permanente qui a lieu vendredi, on est dans les échanges de courriers et qui s'approchent vraiment de très près d'un accord maintenant. Alors les régions qui parlent à nouveau de transport scolaire gratuit, ça a été le cas longtemps dans le département, ça vous paraît réaliste? Non. Non, ça ne me paraît pas réaliste pour des tas de raisons. D'abord, c'est des sommes qui sont extrêmement conséquentes. Ensuite, autrefois, nous, il y a encore quelques années, on avait des transports gratuits. Oui. Alors pourquoi est-ce qu'on les a rendus payants? Pour avoir quelques recettes, certes, mais ce n'était pas tellement ça. C'est que quand le transport est gratuit, les gens s'inscrivent
pour être transportés, qu'ils en aient besoin ou qu'ils n'en aient pas besoin. Et le réseau ensuite se dimensionne par rapport au nombre de personnes inscrites. Ce qui fait qu'on payait, la collectivité payait pour des bus qui roulaient à vide, et donc je crois que ce n'est pas réaliste. À Gien, on nous écoute aussi sur le 87.9, RCF Loiret. Les habitants du Giennois seront sûrement ravis d'apprendre que le château va rouvrir. Là aussi, hein, c'est le 22 avril. Un souhait, le 22 avril 2017. Ah bah c'est une date drôlement importante. C'est le premier tour de l'élection présidentielle, si je ne m'abuse. C'est la veille du premier tour. La veille du premier tour. Donc on ne pourra pas oublier la date. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des travaux au château de Gien. Vous y avez pas. Au musée de Gien. Au château-musée, vous avez tous les deux raison. Voilà. Donc c'est le département aussi qui a financé cette opération. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un musée de la chasse et de la nature. Exactement. Qui va évoluer. Alors c'était des travaux très conséquents. Il y avait un musée qui était vieillissant, il faut bien le dire, un peu vieillot. Musée de la chasse. Musée de la chasse, avec un nombre de visiteurs qui diminuait au fil du temps. Donc il y a des travaux très importants à hauteur de 9 millions d'euros qui ont été dépensés par le département pour refaire complètement cet espace. C'est un très bel espace, le château de Gien. C'est un site sur la Loire qui est absolument magnifique. Je pense qu'en matière de tourisme, il y a un véritable enjeu pour cette partie du département. Et donc on en est à tout ce qui est organisation des expositions, de la muséographie. Il n'y aura pas que la chasse d'ailleurs. Alors il y aura la chasse dans son environnement, donc dans le paysage et dans, entre guillemets, la biodiversité qui l'entoure. Ce qui permettra chasse, histoire et nature, c'est ça? Chasse, histoire et nature. Ce qui permettra d'amener peut-être d'autres visiteurs. On va terminer cette émission juste par un tout petit mot de politique. Vous soutenez François Fillon, il a la dent dure contre la fonction publique, les économies à faire, etc. On se doute bien que s'il arrivait au pouvoir au mois de mai prochain, les collectivités seraient peut-être encore mises au régime sec. Vous l'attendez au tournant sur ce sujet-là? Non, je ne crois pas qu'il ait la dent dure. Je crois qu'il a un discours réaliste par rapport à des économies qu'il faut faire. Ce qu'on peut reprocher au gouvernement actuel, c'est qu'il a ponctionné les collectivités sans avoir aucun résultat sur le chômage. Je pense que, enfin en tout cas moi, je suis prêt à faire des efforts dès lors qu'on se donne les moyens d'avoir les résultats de cette politique, c'est-à-dire de permettre à nos concitoyens de retrouver le chemin de l'emploi, ce qui pour beaucoup est quand même un véritable, aujourd'hui, vraiment quelque chose de complexe. Avec l'ADF, l'Assemblée des départements de France, vous allez le rencontrer prochainement pour lui faire savoir que... J'attends ce moment avec impatience, ça sera très intéressant puisqu'effectivement avec l'ADF, nous allons rencontrer l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle pour leur demander aussi quelle est leur opinion sur l'organisation administrative de notre pays et le devenir des départements. Voilà, on vous aura prévenu. Voilà, merci beaucoup Hugues Saury. Alors juste un mot pour dire que, mais on n'a pas le temps d'en parler, on en parlera une fois, mais on va dire quand même, il y aura une première en France cette année, 2017, avec la mise en place d'un logiciel pour aider les communes pour leur plan de sauvegarde, c'est important, mais on en reparlera. Merci beaucoup d'être venu dans les studios de RCF Loiret. Merci Frédéric. Merci à vous.